Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 2, la respiration dans différents milieux. Ce cours, c'est pour les premières années collège et il rentre dans le cadre des relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Alors, malgré la diversité des milieux de vie, les êtres vivants occupent un milieu, soit terrestre, donc où il y a de l'air tout simplement, soit aquatique, là où il y a de l'eau. Et le problème qui se pose, c'est comment les êtres vivants respirent-ils dans des milieux de vie très différents, sous l'eau, en dehors de l'eau, c'est-à-dire au niveau aérien. Et quels sont les gaz échangés par un animal ou un végétal, n'oublions pas que nous parlons de tous les êtres vivants, avec son milieu lors de la respiration. Alors, ces deux questions, nous allons essayer d'y répondre. Et la première des choses, c'est d'abord de mettre en évidence les échanges gazeux lors de la respiration. Et on va commencer par au niveau de la respiration aérienne, c'est-à-dire dans l'air. Alors, la première question à laquelle nous devons répondre, c'est que contient l'air que nous inspirons? Eh bien, l'air que l'on inspire enveloppe la Terre jusqu'à une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est l'atmosphère. L'air est une matière qui contient diverses substances chimiques, des gaz, du diazote, du dioxygène, du dioxyde de carbone et en quantité variable de l'eau, sous forme de vapeur d'eau. Bien sûr, on peut trouver d'autres substances chimiques. Eh bien, dans l'air que nous inspirons, pour 100 ml d'air sec, on a 79,02 ml de diazote, et en pourcentage, ça fait 79,02%. Quand on dit pourcent, ça veut dire pour 100 ml d'air sec. Du dioxygène, on a 20,8 ml pour 100 ml d'air sec, soit 20,8%. Et 0,03 seulement millilitres de dioxyde de carbone, et heureusement d'ailleurs, ce qui fait 0,03% de dioxyde de carbone. Alors donc, la question qui se pose, quels sont les gaz que nous échangeons lors de la respiration? Nous, en tant qu'êtres humains, ou bien d'autres espèces vivantes qui ont besoin d'air pour faire ces échanges respiratoires. Alors, on va commencer par l'observation d'une grenouille. On sait que lorsqu'une grenouille est dans l'eau, elle remonte régulièrement à la surface et au contact de l'air, ses narines s'ouvrent et se ferment, ce qui suppose des entrées et des sorties d'air. Alors, pour expliquer que les narines s'ouvrent et se ferment, et donc il y a des entrées et des sorties d'air, on va proposer une hypothèse, c'est-à-dire une solution provisoire à notre observation. Pourquoi les narines s'ouvrent et se ferment? Eh bien, on peut émettre l'hypothèse suivante. La grenouille prélève, inspire de l'oxygène et rejette, expire du dioxyde de carbone. Et pour vérifier d'abord cette solution provisoire, eh bien, il faut faire une expérience pour la valider. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Parce que si on ne fait pas d'expérience pour valider l'hypothèse, eh bien notre hypothèse ne sera pas une hypothèse scientifique, ce sera une opinion, tout simplement. C'est votre opinion. Donc, maintenant, l'expérience qu'on va voir, c'est la suivante. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de notre grenouille, bien sûr, puisque c'est le sujet de notre hypothèse. Puis, nous avons besoin d'un appareil qui va mesurer la quantité de dioxygène qui est dans l'air. Bien sûr, si cette quantité
varie en présence de la grenouille, ça veut dire que la grenouille a prélevé du dioxygène. Donc l'appareil, c'est l'oxymètre. L'oxymètre est un appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxygène. Composé d'un capteur de dioxygène, il capte la quantité qu'il y a de dioxygène, et d'un écran qui va afficher les mesures. Et il peut aussi être relié, comme ici, à une console, au milieu, là que vous voyez, ou à un ordinateur. Alors, une grenouille donc va être placée dans un bocal fermé et un oxymètre mesure la quantité du dioxygène dans le bocal en début et en fin d'expérience. Alors bien sûr, on ne peut pas prolonger l'expérience au-delà, sauf si on veut tuer cette pauvre grenouille. Et on met dans le bocal où il y a la grenouille, on met un tube à essai contenant de l'eau de chaux. Alors pourquoi de l'eau de chaux? L'eau de chaux permet de repérer la présence de dioxyde de carbone. Si la grenouille rejette du dioxyde de carbone, eh bien, l'eau de chaux qui était limpide au départ, transparente, va se troubler en présence de dioxyde de carbone. Là, à l'image, vous le voyez, à gauche, l'eau de chaux est limpide et à droite, dans les tubes à essai, l'eau de chaux est trouble. On réalise la même expérience, le même protocole expérimental, mais cette fois-ci sans grenouille. Et on obtient les résultats suivants. Alors, dans le bocal A, il y a une grenouille. Dans le bocal B, on n'a pas de grenouille. Et on mesure la quantité de dioxygène dans l'enceinte en pourcentage. Au début de l'expérience, on a 20,8 quand il y a dans le bocal A avec grenouille et 15 minutes plus tard, on a 18,3. L'aspect de l'eau de chaux, au début de l'expérience, il était limpide et 15 minutes plus tard, il est devenu trouble. Le bocal B, sans grenouille, la quantité de dioxygène dans l'enceinte en pourcentage au début de l'expérience est de 20,8 et 15 minutes plus tard, elle est de 20,8. Et l'aspect de l'eau de chaux est au début et à la fin limpide. Question. Quel est l'intérêt du bocal B? Deuxièmement, comparer l'évolution de la quantité de dioxygène présent dans l'air entre 0 et 15 minutes entre les deux bocaux. Que déduisez-vous? 3. Ce résultat permet-il à lui seul de conclure à une respiration de la grenouille? Expliquez votre réponse. 4. Précisez l'intérêt d'avoir réalisé un test à l'eau de chaux. Et cinquièmement, que pouvez-vous conclure d'après, bien sûr, tout ce qui précède? Alors, revoyons les questions. La question numéro 1, c'est quel est l'intérêt du bocal B? Eh bien, le bocal B, c'est là où il n'y a pas de grenouille. Eh bien, on appelle le bocal B, où il n'y a pas de grenouille, un témoin. Et qu'est-ce que c'est qu'un témoin? L'intérêt de le faire. Eh bien, le témoin est un montage identique au montage expérimental, c'est-à-dire là où il y avait la grenouille, excepté un seul et unique facteur. Et bien sûr, ici, l'absence de la grenouille. Donc, les deux protocoles expérimentaux sont les mêmes, mais dans le bocal B, le témoin, il n'y a pas de grenouille. Alors, pourquoi? Si à la fin de l'expérience, on obtient des résultats différents entre les deux montages A et B, alors forcément, c'est l'élément qui était différent au départ qui est responsable des résultats différents. Une expérience différente donne des résultats différents. Eh bien, si elle donne des résultats différents, c'est à cause que au départ, l'expérience était différente. Deuxième question, comparer l'évolution de la quantité de dioxygène présent dans l'air entre 0 et 15 minutes entre les deux bocaux et que déduisez-vous? Alors la comparaison, elle est essentielle. Dans le bocal témoin,
sans grenouille. La quantité de dioxygène ne varie pas. Mais par contre, dans le bocal où est placée une grenouille, eh bien, on remarque que la quantité de dioxygène dans l'enceinte diminue de 20,8% à 18,8%. Ce qui veut dire que 20,8 moins 18,8 égale à 2% de dioxygène ont disparu du bocal. Et alors j'en déduis que quoi? J'en déduis que 2% de dioxygène ont été inspirés par la grenouille. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la grenouille que le dioxygène a diminué. Alors que là où il n'y a pas la grenouille, le dioxygène ne varie pas. C'est pour ça, c'est l'intérêt du témoin. Autre chose, quand vous voulez, interpréter des résultats, vous commencez toujours par ce que l'expérimentateur a fait. On ne commence pas par les résultats. On ne regarde pas les résultats de la quantité de dioxygène qu'il y a. Non. On regarde ce qu'a fait l'expérimentateur, on commence par ça. Eh bien, l'expérimentateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bocal et il a mis une grenouille ou il n'a pas mis de grenouille. Donc, on commence la réponse dans le bocal témoin sans grenouille. La quantité de dioxygène ne varie pas. Et ensuite, on commence par comparer par des mots comme « mais par contre ». Dans le bocal où est placée une grenouille, on remarque toujours des résultats. Et pour les résultats, il faut toujours donner les chiffres. Ah oui, les chiffres sont très importants. En général, les élèves disent que la quantité de dioxygène diminue, mais ne donnent pas de combien. Il faut dire combien si vous avez des chiffres. Et ensuite, vous n'expliquez pas. Ce n'est qu'après que vous expliquez dans la déduction. Que déduisez-vous? Là, vous donnez une explication. J'en déduis que 2% de dioxygène, puisqu'ils ont disparu, où est-ce qu'ils sont passés? Eh bien, ils ont été inspirés par la grenouille. Il n'y a que la grenouille qui a fait qu'on ait une diminution de dioxygène. Bon, j'espère que vous avez compris comment répondre à cette question. Ce résultat permet-il à lui seul de conclure à une respiration de la grenouille? Expliquez votre réponse. La respiration, c'est un échange gazeux respiratoire. Il y a une entrée d'un gaz et une sortie d'un autre gaz. Et jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du dioxygène. Donc la réponse est bien sûr non, car si on sait maintenant que le gaz qui est inspiré est du dioxygène, on ignore encore quel gaz est rejeté à l'extérieur, expiré. Alors, la question maintenant numéro 4, précisez l'intérêt d'avoir réalisé un test à l'eau de chaux. Vous vous souvenez que l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Eh bien, dans le bocal où il n'y a pas la grenouille, l'eau de chaux est restée limpide. Par contre, dans le bocal où il y a la grenouille, l'eau de chaux devient trouble par la présence du dioxyde de carbone. Donc, le test à l'eau de chaux nous permet de déduire que la grenouille expire du CO2. Donc, le CO2, son origine, c'est la grenouille. C'est la grenouille qui le rejette. Que pouvons-nous donc conclure de tout ce qui précède? Eh bien, on peut conclure que les gaz échangés lors de la respiration sont bien le dioxygène et le dioxyde de carbone. Le dioxygène est inspiré et le dioxyde de carbone est expiré par la grenouille. Nous avons dit donc que les gaz échangés lors de la respiration sont bien le dioxygène et le dioxyde de carbone. Mais cette conclusion est-elle valable pour tous les êtres vivants qui ont besoin d'air? D'accord? Est-ce qu'elle est valable? Donc, il faut faire différentes mesures pour différents êtres vivants. Et le tableau suivant montre le résultat de mesure des gaz respiratoires chez plusieurs êtres vivants. Alors, on a soumis plusieurs êtres vivants au même protocole expérimental, c'est-à-dire on a enregistré avec un oxymètre et on a les résultats suivants. Alors, un végétal comme le chou-fleur. On remarque qu'au bout de 15 minutes, il y a une diminution de la quantité de dioxygène dans l'enceinte de 20,2. Alors c'est peu,
mais bon, il y a quand même une diminution. Un ver de terre, on avait 20,8% et à la fin, on a 20,3%. Donc le ver de terre, lui aussi, il inspire de l'oxygène. Et une souris, 20,8% et à la fin, on a 18,2%. Donc la souris inspire aussi de l'oxygène. Donc là, on peut généraliser, bien sûr, après plusieurs expériences similaires sur d'autres êtres vivants, qu'il y a une inspiration de l'oxygène au cours de phénomènes respiratoires. Alors, pour l'expiration, eh bien, la même expérience sur les mêmes êtres vivants, on fait le test à l'eau de chaud. Et on remarque que quand il y a des êtres vivants dans une enceinte, dans un bocal, eh bien, on remarque que l'eau de chaud se trouble, que ce soit avec le chou-fleur, ver de terre et souris. Donc, ces êtres vivants expirent du dioxyde de carbone. Et là, on peut généraliser et dire que, au cours de la respiration, les êtres vivants terrestres ayant besoin d'air prélèvent ou absorbent le dioxygène de l'air et rejettent du dioxyde de carbone, du CO2. Alors maintenant, j'aimerais faire une remarque importante réservée aux enseignants sur le concept de respiration, que c'est une caractéristique des êtres vivants. Eh bien, il faut savoir que la respiration, ce n'est pas seulement inspirer de l'oxygène et expirer. Il y a certains êtres vivants, on sait qu'une respiration, c'est une chaîne de réaction d'oxydoréduction, dans laquelle il y a un accepteur final d'électrons. En général, l'accepteur final, c'est l'oxygène. Et là, on parle de respiration. L'oxygène est réduit. Mais lorsque l'accepteur final est une molécule organique, on parle de fermentation et non de respiration. Et lorsque l'accepteur final est un composé minéral, oxygéné, certaines bactéries prennent comme accepteur final, ils ont comme accepteur final un composé minéral qui est oxygéné, des nitrates, des sulfates, des carbonates. Eh bien, on parle de respiration anaérobie. Donc en fait, il y a une respiration aérobie, donc on a besoin de l'oxygène, et une respiration anaérobie où l'accepteur final n'est pas l'oxygène, mais un composé minéral oxygéné. Et il y a la fermentation où certains êtres vivants n'utilisent pas du tout l'oxygène, pas du tout. Et pourtant, ils extraient de l'énergie d'une molécule organique. Et un exemple, la fermentation alcoolique est réalisée par qui? Par des levures que vous connaissez. La levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae. Et cette fermentation est à la base de la production de pain. La levure, qu'est-ce que c'est? La levure, eh bien, c'est un être vivant unicellulaire. C'est un champignon, en fait, qui a une membrane plasmique, un noyau et un cytoplasme. Et la levure, elle est capable de vivre sans oxygène, donc elle fait la fermentation alcoolique, et elle peut vivre avec oxygène, où là, elle respire comme nous. C'est-à-dire, donc, elle respire de l'oxygène, elle absorbe de l'oxygène. Et là, on sait que une levure, comme c'est un champignon unicellulaire, à savoir que 1 gramme de levure renferme à lui seul 10 milliards de cellules vivantes de levure. C'est pas rien. Bon, c'était une parenthèse. Je voulais mettre les points sur les i parce que je vois beaucoup de, je vois beaucoup de manuels, de livres parler de la respiration, une des caractéristiques de tous les êtres vivants. Oui, mais laquelle? Quelle respiration? Anaérobie, aérobie ou bien la fermentation? Allez, je vous dis donc au revoir et à la suite de ce cours. Il n'est pas terminé. Allez, au revoir et à bientôt.